parler des lymphomes B diffus à grande cellule à haut risque. Donc je vais vous en parler du point de vue de la NAPAT et quelle est notre stratégie pour identifier cette catégorie. Donc tout d'abord, quelques définitions. Donc qu'est-ce que c'est un lymphome B diffus à grande cellule pour l'anatomopathologiste? En fait, c'est une prolifération de cellules de grande taille que l'on définit par une taille supérieure à celle d'un noyau d'un histiocyte ou de 2 petits lymphocytes. Donc il faut savoir que lorsqu'on classe les B diffus à grande cellule, ils sont classés en entités clinico-pathologiques, en sous-types clinico-pathologiques, et lorsque ce lymphome ne rentre pas dans cette catégorie-là, on va les classer en lymphome B diffus à grande cellule NOS ou sans autre spécificité. Donc ici, c'est un peu le tableau des lymphomes B agressifs dans la classification OMS 2008. Je vous parlerai après de la classification 2016, mais il faut commencer par le début. Donc comme vous pouvez le voir, donc on a en lymphome B agressif, on a les B diffus à grande cellule, donc les NOS sans autre spécificité, qui vont être classés en fonction de leur variant morphologique, de leur aspect morphologique. On décrit également des variants phénotypiques, donc on va avoir des B diffus à grande cellule qui vont exprimer le CD5, donc c'est d'un peu plus mauvais pronostic. Donc en fonction du phénotype GC non-GC, qui est un peu une transcription sur le plan protéique de ce qui a été décrit sur le versant moléculaire, en particulier sur les données de transcriptome, où l'on décrit l'ABC et le GCB. Et ensuite, vous avez tous les sous-types ou entités, donc que l'on classe comme ça parce qu'ils vont avoir une certaine particularité clinico-biologique. Donc ça va être le cas par exemple du PMBL, qui se présente en général chez l'adulte jeune, dans le médiastin, du B diffus à grande cellule intravasculaire, du B diffus à grande cellule primitive du système nerveux central. Donc tout ça sont des entités particulières qui ne vont pas rentrer dans la catégorie NOS. Donc on notre lymphome B agressif, donc vous avez le lymphome de Burkitt et 2 entités qui étaient des entités provisoires dans la classification OMS 2008, qui étaient des formes inclassables. Première forme inclassable, celle qui présentait des caractéristiques intermédiaires sur le plan morphologique, phénotypique et moléculaire entre les B diffus à grande cellule et Burkitt, qui a été démembrée, qui n'existe plus. Donc elle a été démembrée et maintenant elle est de nouveau elle rentre dans une autre définition dans la classification 2016. Et ceux qui présentent des caractéristiques intermédiaires entre le lymphome d'Hodgkin classique et le B diffus à grande cellule qui existe toujours en 2016. Donc, pour ce qui est des étiologies des B diffus à grande cellule, donc en général, pas de facteur de risque chez la majorité des patients. Donc, il faut savoir que ça peut survenir sur des terrains d'immunodéficience, donc en particulier le sujet VIH, le transplanté, en association avec le fludarabine. Et en général, lorsque ça survient sur des terrains d'immunodéficience, c'est très volontiers associé à l'EBV. Donc, le plus souvent, c'est de novo. Et parfois, ça fait des transformations d'un lymphome de bas grade. Donc lymphome folliculaire, LLC, zone marginale, ou encore le lymphome d'Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire ou le paragranulome de Popema. Donc un peu de morphologie. Donc nous, ce qu'on voit sous notre microscope, ça va être une prolifération d'architecture diffuse de grandes cellules, et on essaye toujours de rechercher un contingent de bas grade associé qui pourrait en fait être une transformation de cette entité-là. Donc la cytologie, donc, comme je vous l'ai dit, c'est des cellules de taille moyenne à grande, et on va les classer dans leur description en est-ce que ce sont des grandes cellules plutôt centroblastiques, immunoblastiques ou anaplasiques. Donc ça en fait ce sont les premières descriptions qui étaient faites, mais maintenant ça n'a plus trop d'importance pour nous avec l'avènement de l'immunohistochimie et de la biologie moléculaire. Ça ce sont vraiment des descriptions, enfin, je ne vais pas dire ancestrales, mais initiales des B diffus à grande cellule que l'on classait en variants morphologiques et qui n'avaient aucun impact pronostic. Donc qu'est-ce qu'un centroblaste? Donc je vais vous montrer des photos juste après. Donc voilà, donc un centroblaste, ça va être au-dessus, donc cette grande cellule avec ce noyau ovale, plutôt ovalaire, arrondi, avec plusieurs nucléoles. Donc le nucléole, c'est ce qu'on voit dans le noyau, c'est ces petits points. Les contours de la cellule irréguliers. Donc ça, c'est le centroblaste. Et l'immunoblaste, ça va être cette cellule avec ce noyau plus arrondi, ce nucléole central proéminent. Donc là, par exemple, vous avez un B diffus à grande cellule sur la gauche qui survient sur un lymphome B de bas grade, donc c'était une LLC. On parle de syndrome de Richter. Donc en ce qui concerne le phénotype, donc nous, notre première vision, c'est potentiellement un lymphome B diffus à grande cellule. On va céder d'immunohistochimie pour pouvoir le classer et confirmer le diagnostic. Donc tout d'abord, c'est un lymphome B, donc il faut pouvoir l'affirmer.
Pour ça, on utilise des marqueurs B, donc en général, ça va être le CD20. Donc on se dit c'est bien, on est bien dans un lymphome B. Ensuite, les immunos que l'on va faire à peu près systématiquement dans ce diagnostic-là, ça va être le CD10, le BCL6 et le MEM1, ce qui va nous aider à faire le diagnostic GC, non GC, le BCL2, le CMYC, le CD5, le CD30, c'est pas quelque chose que l'on fait classiquement, mais ça peut être exprimé dans les B diffus à grandes cellules, et le KI67, donc qui est un index de prolifération, et plus le lymphome prolifère, plus cet index est élevé. Donc voilà à peu près le panel d'immunohistochimie que l'on fait pour ce diagnostic de B diffus à grandes cellules. Donc, c'est important de faire CD10, BCL6 et MEM. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de classer le lymphome B en GC ou non GC. Donc en gros, si le CD10 est positif, on peut s'arrêter là. Le CD10, il gagne toujours, c'est un GC. Et si le CD10 est négatif, il faudra céder du BCL6 et du MEM1 pour faire la part des choses entre GC et non GC. Du point de vue génétique, donc, on va avoir des réarrangements du gène BCL6 dans 30% des B diffus, des mutations dans 73%, des réarrangements de BCL2 dans 20% et des réarrangements de CMYC dans 10% des cas. Mais voilà, je vais vous parler ensuite des réarrangements de CMYC lorsqu'ils sont présents dans un B diffus. Maintenant, avec la nouvelle classification 2016, ça les fait basculer dans une autre entité. Donc les facteurs pronostiques, donc vous connaissez l'IPI. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser du point de vue ANAPAT et ce qui doit apparaître dans vos comptes rendus, ça va être ces éléments-là. Donc, tout d'abord, l'expression du CD5, P53, BCL2 et CMYC, c'est décrit comme impact pronostique péjoratif dans les B diffus à grandes cellules. Le phénotype non GC, un index de prolifération élevé supérieur à 60%. Et du point de vue moléculaire, donc on sait que le sous-groupe moléculaire ABC est de plus mauvais pronostic. Et ensuite, la présence d'un réarrangement du gène MYC a également un impact pronostique. Alors voilà, la nouvelle classification OMS 2016. Qu'est-ce qui change? Donc, GC, non GC, c'est connu depuis 2008, mais maintenant il est obligatoire que ça apparaisse dans votre compte rendu. L'ANAPAT, il doit vous dire, c'est un B diffus à grande cellule de phénotype GC, non GC. Ensuite, bon là, c'est... on avait le lymphome B, EBV+, diffusé AG, donc maintenant, ça a disparu cette entité. Et soit c'est un lymphome B diffus à grande cellule EBV+, parce que ça peut exister chez les jeunes. Il y a une nouvelle entité qui a été décrite, c'est l'ulcère cutanéo-muqueux EBV+. Donc c'est une entité qui est vraiment de bon pronostic, qui ne fait pas partie des B diffus. Ensuite, vous avez la disparition du B diffus à grande cellule survenant sur maladie de Castleman, qui devient le B diffus à grande cellule HHV8 induit. Une autre entité qui est importante à connaître, en fait, c'est le Burkitt-like avec aberration de 11Q. Je vous en parlerai à la fin du diaporama vite fait. Et là, ce qui est important, c'est voilà ce qui a disparu. C'est les lymphomes inclassables qui présentaient des caractéristiques intermédiaires entre le Burkitt et le B diffus, qui sont maintenant démembrés en lymphome B de haut grade, avec réarrangement MYC, BCL2, BCL6. Et s'ils ne rentrent pas dans cette catégorie-là, ils deviennent des lymphomes B de haut grade NOS. Par contre, on conserve la catégorie inclassable entre Hodgkin et B diffus. Donc, quelle est la stratégie diagnostique devant un B diffus à grande cellule? Donc, comme je vous l'ai dit, autant en 2008, il n'était pas obligatoire de dire c'est un GC, c'est un non-GC. Maintenant, c'est obligatoire parce que depuis 2008, on a assez de recul. On sait que ce sont quand même des lymphomes qui vont avoir des oncogénèses différentes, avec des voies de signalisation, des pronostics différents. Et surtout, il y a des drogues qui peuvent être utilisées dans une catégorie et pas dans l'autre. Donc, il est important de les démembrer. Donc, ensuite, on a, donc, je vous ai parlé de GC, non-GC, ABC, non-GC. Donc, le GC, non-GC, c'est ce que nous, on utilise vraiment à 100% entre ABC, GC, non-GC, GC. Mais, en fait, il est toléré que, comme dans tous les centres, on ne peut pas faire du transcriptome, d'avoir au moins le GC, non-GC, si on ne peut pas faire l'ABC versus GC. Parce qu'en fait, pour faire l'ABC GC, il faut de l'ARN. Donc, ça peut être un peu compliqué pour certains centres. Donc, au moins le faire en immunohistochimie. Ensuite, les autres éléments qui sont importants et qui doivent apparaître dans le compte-rendu, c'est l'immunohistochimie pour la protéine CMYC et BCL2. Donc, on met des cut-offs pour dire c'est positif ou c'est négatif. Donc, MYC, c'est 40%, BCL2, c'est 50%. Parce qu'on sait que les doubles expresseurs en immunohistochimie sont de mauvais pronostics. Donc, ça, il faut que ça soit fait systématiquement. Et ensuite, donc, les translocations du gène MYC.
Donc au départ, en 2008, c'était décrit dans 10 à 15% des B diffus à grande cellule, mais maintenant, si vous avez une translocation du gène MYC dans quelque chose qui est B diffus à grande cellule, ce n'est plus un lymphome B diffus à grande cellule, ça rentre dans la catégorie lymphome B de haut grade avec réarrangement du gène MYC et éventuellement BCL2 et ou BCL6. Donc ce n'est plus un B diffus à part entière. Donc là, c'est ce que je vous disais, disparition des inclassables qui deviennent soit des hauts grades avec réarrangement de MYC, BCL2 et ou BCL6, soit des hauts grades NOS. Donc, ça, c'est un peu, donc ça, c'est ce qui a été publié en 2016. Donc voilà, nous, on est en morphologie, on est confronté sous microscope à ces aspects-là. Donc ça peut être un B diffus à grande cellule, voilà, typique, soit de morphologie centroblastique, soit de morphologie immunoblastique qui ne nous pose aucun problème diagnostique. Et là, il faut aller faire la fiche. Si la fiche est négative pour MYC, BCL2, BCL6, ça reste un B diffus à grande cellule NOS. Par contre, si elle devient positive, il rentre dans la catégorie haut grade avec réarrangement du gène MYC et puis éventuellement BCL6, BCL2. Ensuite, vous êtes devant une morphologie Burkitt. Donc c'est un Burkitt sur l'aspect morphologique, je n'en doute pas. Il faut aller faire la fiche pour quand même aller rechercher des réarrangements de BCL2 et BCL6. Donc s'ils existent, ça devient un haut grade avec réarrangement de MYC, BCL2, BCL6. Parce que le Burkitt, c'est un lymphome qui a un karyotype assez propre. Donc la translocation impliquant le gène MYC, c'est une translocation, on va dire entre guillemets, unique, et le karyotype est simple. Donc ceux qui étaient intermédiaires, quand vous regardez sous le microscope, j'ai un problème, moi je ne sais pas si c'est un B diffus ou un Burkitt, c'est ceux-là qui ont été démembrés qui deviennent soit au grade NOS, ils n'ont pas de réarrangement de MYC, soit au grade avec réarrangement de MYC. Ensuite, vous avez toute cette catégorie-là qui va présenter des aspects blastoïdes. Donc des blastes, c'est des cellules qui ne sont pas nucléolées comme les immunoblastes ou les centroblastes. Ça va être des cellules qui ont un peu une chromatine dispersée qu'on voit par exemple dans les lymphomes lymphoblastiques. Donc c'est pour ça que quand on a cette morphologie-là, nous en immuno, il faut d'abord aller faire la TDT pour aller éliminer un lymphome lymphoblastique. Se méfier des manteaux blastoïdes ou pléiomorphes, donc toujours aller faire une cycline D1. Et si tout ça est négatif, si cycline D1 et TDT sont négatifs, on peut rentrer soit dans cette catégorie haut grade NOS, soit dans la catégorie haut grade avec réarrangement de MYC. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà la stratégie que l'on doit avoir. Donc là, par exemple, moi je regarde ça sous le microscope, je me dis c'est bon, c'est un Burkitt. C'est des blastes, des cellules avec un noyau arrondi, de taille moyenne à grande, une chromatine dispersée, pratiquement pas nucléolée. J'ai beaucoup de mitose. C'est des cellules qui prolifèrent beaucoup, donc qui meurent, donc j'ai beaucoup d'apoptose. Ça, c'est des macrophages à corps tingible, c'est-à-dire que c'est des macrophages qui vont venir manger les débris nucléaires. Donc pour moi, c'est un Burkitt. Et en fait, dans ce cas-là, on fait la fiche MYC, mais aussi BCL2, BCL6. C'est un cas qui avait les doubles réarrangements, donc c'est pas un Burkitt. En fait, c'est un lymphome B de haut grade avec réarrangement de MYC et BCL6. Donc ça, c'était un autre cas avec une morphologie blastoïde. Donc toujours ces blastes, peu nucléolés. Par contre, contrairement à tout à l'heure, j'ai pas autant de mitose, autant d'apoptose et pas ces macrophages à corps tingible. Donc là, on peut évoquer plutôt un lymphome lymphoblastique, juste sur la morphologie. Et en fait, non, en fait, c'était un cas qui était TTT. Aussi, il faut éliminer un lymphoblastique, oui, pardon, ou un manteau blastoïde. Donc c'était TTT négative et ça avait un réarrangement de MYC et BCL2. Donc ça, c'est un cas de nouveau, lymphome B de haut grade, réarrangé MYC et BCL2. Et ça, c'en est un, donc ça c'est un B diffus typique. Moi je regarde ça sous le microscope, je dis c'est bon, c'est un B diffus. Et en fait, si on fait la fiche systématique, réarranger MYC, réarranger BCL2, et en fait c'est un haut grade avec réarrangement de MYC et BCL2. Donc voilà ce qui change avec 2016. Donc après, quelle est la stratégie diagnostique à avoir pour la fiche qu'on est devant un B diffus typique? Voilà, j'ai pas de souci, pour moi c'est un B diffus, c'est pas quelque chose de blastoïde, c'est pas quelque chose qui me pose problème d'un diagnostic différentiel entre B diffus et Burkitt. Est-ce que je fais la fiche systématiquement ou est-ce que je peux tolérer certains critères? Donc ça, ce sont des sujets qui ont été discutés l'année dernière au congrès d'hématopathologie à Bâle. Et il y a Hélène Jaffé qui d'abord dit on peut cibler les cas affichés, on est devant un B diffus classique, et elle proposait par exemple d'aller cibler les GCB, parce qu'en fait, on retrouve davantage de réarrangement de MYC dans les GC par rapport aux non-GC ou ABC. Elle proposait également de screener en fonction de l'immunohistochimie. Quand on a une surexpression immunohistochimique de la protéine scénique, c'est probable que l'on ait le réarrangement derrière.
Mais par contre, il y a des cas quand même qui ont été décrits réarrangés alors qu'ils étaient en immunonégatifs. Donc se méfier. Et ensuite, c'était aller rechercher, est-ce qu'on fait systématiquement la fiche BCL6. Donc elle dit que en fait, le fait d'être MYC réarrangé plus BCL6, c'est beaucoup plus rare que MYC réarrangé plus BCL2. Donc au NCI, par exemple, ils ne le font pas. Et ensuite, c'est Elias Compo, lui, il dit qu'il n'y a pas de consensus sur la stratégie fiche devant un lymphome B de haut grade, donc sélectionner les cas affichés, c'est tolérable. Donc lui, il proposait les critères suivants, donc la faire systématiquement devant les morphologies blastoïdes ou anciennement inclassables, de la faire systématiquement devant tous les B diffus qui sont de phénotype GC, lorsque l'on a un Ki67 fort, après il y avait la définition qu'est-ce qu'on appelle Ki67 fort, et en immunohistochimie, ceux qui sont double expresseurs MYC BCL2. Donc voilà, si on sélectionne les cas, allez le faire là-dessus. Mais attention, parce qu'on retrouve des cas qui sont réarrangés MYC, même si en immuno ils sont négatifs, et même s'ils ont des Ki67 faibles. Et lui, il disait que chez lui, à l'hôpital clinique, sur les débats de la fiche BCL6, ils la font systématiquement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait à Montpellier? Donc moi, ce que je fais systématiquement dans les B diffus, c'est ce panel-là. Donc CD20 pour confirmer que c'est un B. Le CD5, parce que c'est un impact pronostic d'être CD5+, et surtout quand il y a un CD5 positif, hop, il y a une lumière qui doit s'allumer, se dire mince, est-ce que c'est pas un manteau-blastoïde ou pléiomorphe? Donc dans ces cas-là, faire cycline D1. Donc CD10, BCL6 MEUM, parce que je vous donne toujours le phénotype GC non GC, et ensuite BCL2, MYC et Ki67. Pour ce qui est de la fiche, donc moi je vais faire MYC, BCL2 et BCL6 systématiquement quand j'ai une morphologie qui m'embête un peu, qui n'est pas typique du B diffus à grande cellule. Donc c'est les morphologies blastoïdes ou Burkitt. Et ensuite, quand je suis devant un DLBCL typique, je vais la faire systématiquement si j'ai un Ki67 fort, si j'ai CMYC qui est positif en immunohistochimie, l'âge inférieur à 80 ans. Donc si j'ai au moins de ces critères, je la fais. Donc en gros, c'est 90% des B diffus à grande cellule. Donc là, par exemple, c'était un cas qui ne me posait aucun problème de diagnostic sous microscope. B diffus à grande cellule, c'est une patiente jeune qui avait une cinquantaine d'années. Et je dis, bon, 50 ans, je fais la fiche. Et bien en fait, elle était MYC réarrangée et BCL6 réarrangée. Donc lymphome B à haut grade, MYC réarrangé, BCL6 réarrangé. Alors, ensuite, il y a eu des discussions sur, oui, mais c'est pas vraiment le fait d'être transloqué MYC dans un B diffus qui a un impact pronostic, c'est le partenaire de MYC qui compte. Donc ça, c'est un travail qu'avait fait Christian Coppi et qui a été publié en 2015. Donc ils sont partis d'une population de base de 574 patients avec un B diffus à grande cellule de novo. Ils ont fait de la fiche BCL2, BCL6, MYC. Ils se sont aussi intéressés aux partenaires de MYC. Donc là, 51 patients qui étaient réarrangés avec MYC, donc certains qui étaient MYC isolés et d'autres qui étaient MYC plus BCL2 ou BCL6. Et ensuite, quand on s'intéressait aux partenaires de MYC, il y en avait 24 dont le partenaire était une immunoglobuline, donc le plus souvent IgH, parfois IG lambda, même si on cherchait IgK, il n'y en avait aucun qui était transloqué avec IgK. Et 28 dont le partenaire n'était pas une immunoglobuline. Et en fait, dans leur travail, ils montraient qu'en analyse univariée, donc le fait d'être MYC-IG avait un impact pronostic sur la PFS et l'OS, et surtout lorsqu'on comparait les sous-groupes GCB et non-GC, ça gardait un impact pronostic toujours sur la PFS et l'OS dans le groupe GCB, mais pas dans le groupe non-GCB. Et en analyse multivariée, on avait toujours le partenaire de MYC, donc quand on était MYC immunoglobuline réarrangée, et ça avait un impact prédictif sur la PFS et l'OS. Donc Christian en concluait que le fait d'être MYC réarrangé avec une IG, c'était un facteur prédictif négatif sur les B diffus à grande cellule. Et elle proposait d'aller faire la fiche MYC dans tous les B diffus, au moins les GCB, puisque c'était chez eux que ça avait un impact pronostic. Et lorsque MYC était positif, donc on a bien MYC est bien transloqué, d'aller rechercher son partenaire. Donc avec des sondes de fusion IgH, IgK, IG lambda. Donc voilà pour MYC. Donc ensuite, j'ai voulu vous parler un peu de CD30 parce que souvent on me demande de le faire. Donc je dis je vais faire un peu de biblio pour voir est-ce que ça a réellement un impact pronostic dans les B diffus. Donc en fait,
Le CD30, c'est un membre de la famille du tumor necrosis factor récepteur, et ça a été décrit, enfin c'est décrit comme un marqueur de surface spécifique de la cellule de Hodgkin. Il faut savoir que c'est aussi exprimé dans d'autres lymphomes non hodgkiniens, qu'ils soient T ou B, comme les lymphomes anaplasiques ou les PMBL, et que surtout, c'est pas du tout spécifique. En fait, le CD30, c'est un facteur d'activation, donc lorsque vous avez des immunoblastes B ou T en conditions réactionnelles, ça va être surexprimé par la cellule. Donc, ça ne veut pas dire j'ai du CD30, que c'est pathologique, que c'est un lymphome. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a une thérapie ciblée, le brentuximab. Et on sent un peu de biblio, donc j'ai regardé, voyons, dans les B diffus, qu'est-ce qu'on dit. Donc là, il y a une première série de 903 DLBCL, des névos. Donc là, eux, c'est pareil. Quand est-ce qu'on dit que c'est positif ou négatif, le CD30? Donc eux, ils ont utilisé un cutoff de 20%. Disons, si j'ai 20% des cellules qui sont positives avec le CD30, et ben voilà, ça veut dire que c'est exprimé. En fait, en utilisant ce cutoff-là, pardon, de 20%, ils arrivaient à dire, en fait, qu'il y avait un impact sur la survie globale et la PFS. Et en fait, c'était associé le fait d'exprimer le CD30 à une meilleure OS ou une meilleure PFS dans les deux sous-groupes ABC versus GC. Et lorsqu'ils étudiaient cette catégorie-là de lymphome B diffus à grande cellule, avec une expression du CD30, eh bien, ils avaient une signature d'expression génique différente des B diffus CD30 neg, avec des overlaps avec les PMBL. Et ensuite, il y a un autre papier, donc là c'est pareil, 188 patients avec un DLBCL. Là, ils ont étudié l'expression du CD30 sans cutoff, c'est-à-dire que dès qu'on avait 1% des cellules qui l'exprimaient, c'était considéré comme positif. Et dans ces cas-là, il n'y avait pas d'impact pronostique. Donc je ne le fais pas systématiquement, le CD30, si en RCP on me le demande, je le fais. Ensuite, TP53. Donc TP53, c'est un gène suppresseur de tumeur, bon, qui est impliqué dans divers mécanismes, et qui va être muté dans 20% des cas des DLBCL, et c'est associé aussi, c'est un impact pronostique dans les deux groupes, GCB et ABC. Donc ça peut être délecté aussi dans 12% des DLBCL. Et en fait, il y a un papier qui montrait que l'expression immunohistochimique en utilisant un cutoff de 50% de TP53 exprimé par les cellules lymphomateuses avait un impact pronostique sur l'OS. Et dans ce papier, il disait oui, ça peut être une alternative à la recherche de mutation, parce que le fait de surexprimer TP53 en immunohistochimie, c'est un mauvais pronostic, et surtout quand c'est surexprimé, c'est très volontiers associé à la présence d'une mutation du gène correspondant. Donc je ne le fais pas en première intention, l'immunohistochimie TP53, mais quand c'est un lymphome, bon, si on me le demande à RCP, je le demande, et si c'est un lymphome qui me paraît un peu bizarre, pas typique, B diffus, qui n'a pas de NIC, qui n'a rien d'autre, j'aime bien le faire, et si c'est un patient qui répond mal au traitement ou qui rechute, là je le fais. Donc là je vous ai parlé, c'est les deux dernières diapos, de deux entités à connaître avec la nouvelle classification MS 2016. Donc vous avez le lymphome de Burkitt-like avec altération 11Q, donc c'est une entité très rare, et en fait c'est un papier qui a décrit cette entité-là, où ils ont pris des lymphomes de Burkitt qui avaient les caractéristiques d'un Burkitt, que ce soit sur le plan morphologique et phénotypique, mais qui n'avaient pas de réarrangement du gène NIC. Ils sont allés voir en fait ces lymphomes, ce qu'ils pouvaient avoir. Donc en fait ils ont des signatures transcriptomiques qui sont superposables au lymphome de Burkitt classique. Donc, mais ils n'ont pas de translocation de NIC. Et par contre, ils vont présenter des altérations fréquentes impliquant la région 11Q, soit des gains, soit des pertes. Et si on les regarde un peu sur le plan clinique, donc plus volontiers ils vont se présenter sous forme ganglionnaire, alors que le lymphome de Burkitt classique, ça va être plutôt des masses iléocécales chez nous, des atteintes du massif facial en Afrique. Alors là, c'est des subtilités anapathes, hein, c'est qu'on peut avoir un pléiomorphisme un peu plus fréquent, et la surexpression de ces MIC, elle peut être présente, mais parfois, elle va être plus faible que dans le Burkitt classique, ce qui est pas surprenant, puisque comme on a une translocation de MIC dans le Burkitt classique, on s'attend à avoir une surexpression plus élevée. Donc voilà, donc cette entité-là, qui est de description récente, et qu'il ne faut pas méconnaître. Et enfin, une dernière. Donc là, c'est le lymphome à grande cellule B avec réarrangement IRF4 dont le nom peut faire peur. Donc c'est un lymphome, donc c'est une entité provisoire qui a été classée dans la catégorie lymphome folliculaire pédiatrique, et qui maintenant s'appelle le lymphome à grande cellule B avec réarrangement IRF4. Donc c'est un lymphome qui va toucher le sujet jeune et qui se présente typiquement avec des atteintes au niveau de l'amygdale, au niveau des ganglions cervicaux, et surtout c'est une entité de très bon pronostic. Donc c'est pas parce que vous avez le mot grande cellule B qu'il faut tout de suite se dire c'est un B diffus.
Donc nous, sous la morphologie, ça fait peur. Hein. Vraiment, c'est une morphologie, ça peut avoir une morphologie de folliculaire 3B ou de B diffus à grande cellule. Donc c'est pour ça qu'il faut le connaître et avoir la clinique, savoir que c'est un patient jeune, qu'on a un ganglion cervical ou une amygdale. Sur le plan phénotypique, donc on peut avoir des expressions de CD10, BCL2, BCL6, c'est pour ça que ça peut poser des problèmes de diagnostic différentiel avec le folliculaire 3B. Et cytogénétique, c'est ça qui est important, c'est qu'on a une translocation impliquant le gène IRF4 dans plus de 50% des cas. Donc c'est une entité de très bon pronostic. Il faut quand même de la chimio, hein, après AirChop qui répond très bien au AirChop. Et ce sont en général des lésions vraiment localisées, ça va être un unique ganglion cervical ou une lésion amygdalienne. Et c'est tout. Je vous remercie.